Bonjour, aujourd'hui nous recevons pour vous Bertin Kovi. Il est béninois de nationalité, il est également financier et psychologue de la communication à la base. Il a côtoyé plusieurs hommes politiques et chefs d'État africains, du général Babangida du Nigeria en passant par le général Gnassingbé Yadema, sans oublier François Bozizé, Denis Sassou Nguesso ou encore un certain Blaise Compaoré pour ne citer que ceux-là. L'homme est actuellement conseiller à l'image auprès du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbazogo et patron d'un cabinet de communication. Monsieur Bertin Kovi, bonjour. Bonjour. Alors, monsieur Bertin Kovi, dites-nous, vous qui avez côtoyé autant d'hommes politiques africains, pour les avoir côtoyés et connus, si on doit faire aujourd'hui une synthèse, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui les caractérise? Malheureusement, ce qui caractérise le pouvoir en Afrique, c'est le poids de la tradition. Parce que la tradition en Afrique voudrait que le chef, quand on le rencontre, eh bien, qu'on retourne chez soi riche, ou bien que sa vie se change. La tradition voudrait qu'on ne dise pas au chef ce qu'on pense de lui réellement. Et ceci finit par tuer le leadership, ceci finit par faire croire au chef qu'il a un rôle divin, qu'il est incontournable. Et tout ceci, malheureusement, a tué le leadership de beaucoup de chefs d'État. Mais vous qui les avez côtoyés, est-ce que vous avez eu l'opportunité de le leur dire? Bon, il y a des choses qu'on dit aux chefs, il y en a qu'on ne dit pas. Oui, donc vous reconnaissez alors qu'aujourd'hui, les chefs d'État africains peuvent faire des excès alors? Ben bien sûr, comme tout chef d'État, justement, même en Europe, c'est partout la même chose, le pouvoir. C'est la Constitution qui doit, au fait, délimiter les us et coutumes d'un pays. Maintenant, ceci étant dit, j'ai eu l'insigne honneur, le président Obiang, avec qui je suis aujourd'hui, mon rôle essentiellement, de lui dire les insuffisances que je trouve de sa gouvernance. Et c'est la première fois que quelqu'un m'engage pour lui dire ce qu'il dit, que les Guinéens n'auront jamais le courage de lui dire. La dernière insuffisance dont vous lui avez parlé, c'était quoi? C'était justement qu'un pays où 62% de la population sont femmes, qu'on n'ait pas de lycées et foyers pour jeunes filles. Et je lui en ai proposé, donc on a décidé très prochainement de faire 4 lycées et foyers pour jeunes filles pour résoudre un tel problème. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez côtoyé ces hommes politiques africains que vous pensez aujourd'hui que vous êtes à mesure d'être candidat à la présidentielle du Bénin en 2016? Non, c'est plutôt le contraire. C'est depuis 1994 que, revenant de la dévaluation le 14 janvier 1994, le président Soglo apparaît à la télévision avec une désinvolture caressant la tête de son petit-fils, annonçant une dévaluation. Moi qui étais à l'INE à l'époque, je savais ce que c'est que la dévaluation, ce que cela pouvait être sur notre économie. Donc j'ai décidé, peut-être un jeu d'enfant, mais j'en sais rien, mais je me suis dit, il fallait que l'enfant d'un pauvre soit président un jour. Je me suis donné, ma foi, 22 ans. Bref, toujours que je me suis dit, en 2016, je suis investi président. Et 2 ans après, comme par un hasard heureux, je me suis retrouvé devant le président Sassou Nguesso, dont la marche a commencé en 96. En 96, parce que je voulais apprendre comment est-ce qu'on dirige les êtres humains, comment les comprendre dans leur subtilité, parce qu'il n'y a pas d'école universitaire où vous apprenez à diriger les hommes. Ainsi donc, ma démarche, enfin tout ce que j'ai fait avec les chefs d'État africains, c'était pour apprendre différents types de leadership, pour pouvoir éviter les erreurs, reproduire leurs qualités. C'est cela. Mais que pensez-vous avoir appris quand on sait que tous ceux dont vous citez aujourd'hui le nom ne sont pas des références en matière de démocratie? On sait comment Blaise Compaoré a été chassé du pouvoir. On sait ce qui se dit aujourd'hui à propos du président Obiang Nguema. Ce ne sont pas des références. Alors dites-moi ce que se dit à propos du président Obiang Nguema. Mais vous savez bien que ce ne sont pas des références en matière de démocratie. Il est au pouvoir depuis l'indépendance du pays aujourd'hui. Alors, en quoi cela est-il une référence démocratique? Alors, ce qui me réjouit, je voudrais répondre par rapport à la Guinée équatoriale d'abord avant de parler de Blaise Compaoré. Alors, la Guinée équatoriale, au fait, chaque pays a sa constitution. Et le président, malheureusement, est la somme de la conscience des populations. Eh bien, si la Guinée équatoriale veut changer son président, il lui est le loisir de le changer. Oui, mais vous savez comment les constitutions sont taillées en Afrique. Non, laissez-moi finir. Parce qu'il y a une question. Le président Obiang n'est pas là parce qu'il le veut. Et au contraire, ça fait depuis 2009 qu'il veut partir. Mais on ne trouve personne pour le remplacer. Nul n'est. Non, permettez-moi d'expliquer. Parce que si je n'explique pas, c'est tellement sensible. La Guinée équatoriale, au fait, a encore besoin pour longtemps du président Obiang. Ceci dit, il est fatigué, il se sent fatigué, il veut se reposer. Alors pour vous expliquer ce qui se passe, parce que nombreux disent qu'il n'y a pas de démocratie, il y a des élections qu'on a à bonne date, et je connais une démocratie
béninoise, alors appelons les choses par leur nom. Vous croyez que le Bénin est en démocratie pour la Guinée équatoriale? Ça fait des mois qu'on n'a pas d'élection ici. Oui, mais il y a au moins l'élection présidentielle qui permet de changer les présidents. Oui, mais en Guinée, il y a des élections présidentielles. Qui maintient le même président non, en poste. Il y a des opposants qui sont candidats qui ne gagnent pas. Je voudrais on sait comment ça s'organise, ces élections. Non, attendez, il faudrait que vous explique une chose. Oui, expliquez-moi. La Guinée équatoriale, à 87%, est fan l'ethnie du président. Oui. Et nous savons tous que nous sommes nos centristes en Afrique. Donc vous nous confirmez alors que c'est un président d'une ethnie et non président de la République. Ils sont 87% de la population. Vous voulez qu'on fasse l'élection et que ceux-là ne gagnent pas? Il n'y a plus un autre fan dans ce pays pour prendre le pouvoir. Un autre fan, c'est cela justement. En Afrique, vous devez comprendre que nous n'avons pas la culture. Je vous ai dit le poids de la tradition. J'ai commencé, heureusement que je le savais. Je savais là où vous allez en venir. Je vous ai dit le poids de la tradition. Nous avons pour coutume de dire, eh bien, on ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas un leader qu'on aime. Mais les fans ne veulent pas changer leur président, c'est aussi simple que ça. C'est cela que vous voulez répliquer au Bénin. Vous voulez être président éternellement au Bénin également? Mais franchement, c'est la constitution béninoise qui m'oppose 2 mandats et je le ferai. Maintenant, chaque pays a sa constitution. Si les Béninois, par hasard ou bien par miracle, changer la constitution telle que d'aucuns le souhaitent, eh ben, s'ils disent 3 mandats, on ferait 3 mandats. C'est la constitution de chaque pays qui détermine le type de leadership qu'il faut. Et pour vous rassurer, j'ai décidé de ne pas avoir de majorité au Parlement. Vous savez pourquoi? Non, dites-moi. Mais parce que, justement, l'esprit de la Constitution du Bénin fait en sorte que le président béninois est tellement puissant que les constituants ont voulu que, pour limiter son pouvoir, il fallait que le Parlement contrôle son action. Si par extraordinaire, il avait la majorité au Parlement, c'est lui plutôt qui contrôlait le Parlement, et ce sera l'inverse. Voilà pourquoi un président béninois en exercice n'a pas besoin de majorité au Parlement. C'est faire de lui un dictateur, un Mussolini. Alors, vous avez fait le tour du monde, vous avez côtoyé les présidents du monde entier. Quelles sont vos relations avec le président béninois? Ben, le président Yahi Boni, alors que j'ai été directeur de communication en 2006 du candidat Adrien Mbedi, qui l'a battu, mais 3 mois après, le 29 juillet, j'étais devant lui avec le ministre Garo Girguissou, et je me suis permis de lui donner à l'époque des conseils par rapport au type de communication que j'avais. Parce qu'ils n'avaient pas ancré dans leur subconscient qu'ils avaient déjà gagné les élections. Donc, ça continuait. Mon jeune petit frère Edgar Guédégbé, qui n'est pas ici aujourd'hui, continuer, c'est la première fois, je dis, mais en fait, c'est lui qui est né un peu avec retard. Parce que ce qu'on faisait un peu, on l'a vu au temps de la Révolution. Alors, M. Bertin Covy, dites-nous, pour quelqu'un qui n'a jamais occupé un poste administratif dans son pays, que pensez-vous apporter de plus aux Béninois? Alors, je voudrais que vous compreniez déjà ceci. Les formations qui préposent à diriger les êtres humains sont, c'est-à-dire les humanités et les métiers d'armes. Alors, moi, j'ai fait la psychologie de la communication. Et la psychologie de la communication, à 60%, c'est basé sur les croyances, à 40%, la psychologie générale. Ce qui me permet de comprendre la subtilité de l'être humain. Deuxième chose, je me suis permis d'apprendre nos langues traditionnelles. Et j'en parle au moins 9. Je parle Bariba. Enfin, il n'y a pas de région où j'irai au Bénin sans parler la langue locale. Ceci me permet de connaître la culture et les subtilités de ce peuple. Troisième chose, j'ai une formation aussi de base de financier. Ce qui me permet de pouvoir contrôler, de lire un bilan et de comprendre. Alors, je suis allé à l'étranger pour apprendre comment est-ce qu'on dirige les êtres humains, pour voir quelles sont les erreurs qu'on fait. Parce que ce que vous oubliez, ceux-là pour qui j'ai travaillé, je ne suis pas de leur pays. Si j'avais rien à donner, ils ne m'auraient pas engagé. Pourtant, ceux qui disent non, nous avons eu l'expérience au Bénin, ils ont eu quelle expérience? Ils ont été cooptés par la politique. Et au Bénin, attendez, au Bénin, on sait que les Koukoua du Fénis, ce n'est pas toujours les meilleurs qu'on copte. Donc moi, si en Guinée équatoriale, au Togo, au Burkina Faso, au Niger, en Russie, parce que je ne l'ai pas dit. Oui, vous avez eu une expérience. Nous avons une expérience en Russie, mais le général Kérékou a dit que le Bénin est très lourd à apporter. Si vous n'avez aucune expérience au Bénin, est-ce que vous pensez pouvoir apporter? Mais je vous dis que j'ai l'expérience du béninois. Je me suis initié c'est-à-dire au culte vaudou pour comprendre le vaudouisant, à l'islam pour comprendre le musulman, et ma foi au christianisme pour comprendre. Au fait, si vous voulez comprendre un peuple, allez dans leurs croyances. Oui, mais ce qui se passe, nous parlons ici de l'administration. Absolument. Dans l'administration, ça n'a rien à voir avec les croyances dont vous parlez. Ben alors, vous savez, les manigances dans l'administration, les dessous de table. Non, les êtres humains n'ont pas changé. En fait, ils sont toujours les mêmes. Vous voulez connaître un peuple, connaissez ses croyances. Je vais vous donner un exemple. Quand quelqu'un est nommé au Bénin, eh bien, ma foi, tous les cousins, les oncles, tout le monde apparaît, veut être, on le soutient. Et sa petite gourdandine veut jouer la première dame. Alors, j'en aurais pas, ça dit ma femme ne viendrait pas jouer la première dame. Je connais nos tas. Je connais peut-être même plus le Bénin que la plupart d'entre vous. Alors, c'est quoi le contenu de votre programme que vous comptez défendre? Ah, mais alors, cela me voici qui m'intéresse bien. Allez sur Facebook, vous verrez que je suis le seul
à émettre des idées et à mettre ça à la disposition de notre peuple pour que chacun commente et qu'on voie s'il y a des choses à corriger, on va les corriger. J'ai rien vu chez les autres, c'est juste des photos Photoshop, améliorées, bon, on fait un large sourire avec un slogan creux. Alors, pour dire mon programme. Mon programme, je suis candidat pour la veuve et l'orphelin. Pourquoi? Je voudrais d'abord qu'on aille, le plus important pour moi, d'abord c'est l'électricité. C'est terminer ça. Le moment où l'électricité doit être l'objet d'une prière avant de l'avoir. Nous avons des partenaires qui sont prêts à venir travailler, gagner de l'argent en prenant l'électricité, mais nous permettent d'en avoir. Et je suis allé dire voir ceux qui font l'interconnexion de la région. J'ai les tests pour produire au Bénin, pouvoir vendre en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au besoin. Oui, mais si vous connaissez ça, pourquoi vous n'avez pas donné ces exemples-là au président que vous avez côtoyé, puisqu'on a toujours le problème de l'énergie dans la sous-région. Le problème de l'énergie dans la sous-région africaine, ouest-africaine, ne date pas d'aujourd'hui. Oui, vous les avez côtoyés eux tous. Non, je vais vous poser une question, parce que l'interconnexion a commencé quand? Je voudrais parler du Bénin, tout simplement. Je suis, et ils me savent, qu'ils me regardent très bien. Je ne vais pas parler ici parce que je ne suis pas là. J'ai amené des Américains qui sont venus proposer la géothermie ici. C'était quoi la géothermie? C'est de pouvoir produire de l'électricité en partant de l'eau chaude. Et on les a vus, on sait ce que c'est. Mais combien nous prenons comme commission a fait que ça n'a jamais eu lieu. Ne me faites pas parler, on ne va pas parler. Mais parler justement, non, il ne va pas parler. Non. C'est-à-dire, vous savez, il n'y a pas que le Bénin dans la sous-région. Mais la sous-région, non. Il y a eu des périodes où on n'avait pas le délestage, par exemple, en 2004 à aujourd'hui, ce n'était pas la même chose. Et il y avait des projets, vous savez, au Bénin, enfin dans la sous-région, pour la plupart des gens, ils croient qu'il faut être technicien pour comprendre le monde. Et alors que la psychologie vous permet de voir le monde dans son ensemble aujourd'hui. Alors, en dehors de l'énergie, quelles sont les autres? Alors, la première base du développement d'un pays, c'est l'énergie. Le contrôle de l'énergie étant fait, nous pouvons maintenant lancer l'industrialisation. Parce que vous savez, le Bénin est le don du Nigeria. Nous sommes en principe le 37e État sur le plan économique du Nigeria. Nous devons arrimer notre économie à l'économie nigériane. Et il suffit seulement que nous produisions ici, ma foi, le Bénin a la situation de Singapour par rapport à la Chine et par rapport à l'Indonésie. J'ai des partenaires, nous avons des partenaires que nous avons convaincus pour venir au Bénin à cause du marché nigérian. La richesse du Bénin, ce n'est pas le port, c'est le Nigeria et ses consommateurs. On produit pour le marché béninois et le reste pour le marché de la CEDEAO. Ça, c'est l'industrialisation. Il y a une chose qui me tient à cœur, c'est est-ce que vous pouvez comprendre que le Bénin ne puisse plus produire son poisson et c'est à l'extérieur qu'on amène du tilapia? De quel siècle? Nous allons convaincre ceux qui importent aujourd'hui, ayant maintenant l'essence, ayant maintenant plutôt l'électricité, à venir investir et faire de la pisciculture chez eux, vendre au Bénin, vendre le surplus dans d'autres sites. Apparemment, l'agriculture ne fait pas partie de votre programme. Mais je n'ai pas fini. Quand on parle de pisciculture, on est dans le secteur primaire. Nous allons cesser justement de faire du coton notre priorité. Le vrai problème du Bénin, c'est qu'on n'a pas une économie. Vous savez pourquoi? Parce que l'économie, c'est une science économique, c'est une science sociale qui fait en sorte que les ressources doivent rencontrer les besoins. Or, les besoins souvent sont plus nombreux que les ressources. C'est là où la nécessité de production intervient. Au Bénin, produisons non pour résoudre nos problèmes, non. Le coton que nous produisons n'a pas une valeur intrinsèque pour nous. Même le mouton ne mange pas du coton. Quand celui pour qui ça a de la valeur refuse de l'acheter, ça n'a plus de valeur pour vous. Monsieur Bertin Kouavi, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Quel est votre mot de fin? Je voudrais juste dire aux Béninois qu'il n'y a pas d'école où on apprend à être leader. Il faut voir les autres faire et copier, prendre ce qui est bon chez eux et laisser ce qui est mauvais chez eux. Ceux qui disent non, il n'a servi que des dictateurs, il n'a servi que des dictateurs. Je voudrais qu'on me montre combien de démocrates nous avons. Nous avons des démocrates et on a plusieurs qui sont en exil. J'ai eu un opérateur économique qui s'est permis le luxe de dire non, il a servi au bien. Pourtant, il est à Paris en exil. Alors, les dictateurs, ce n'est pas seulement l'armée qui fait, c'est la constitution. C'est le peuple qui fait de vous un dictateur ou pas. C'est le peuple qui fait de vous malheureusement ce que vous êtes comme leader. Merci M. Bertin Kouavi. Je rappelle que vous êtes de nationalité béninoise, vous êtes financier et psychologue de la communication à la base. Vous êtes également et actuellement le conseiller à l'image du président Obiang Nguema Mbazogo de la Guinée équatoriale. Merci de nous avoir suivis.